à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette feuille de match, la 245e ce soir, avec moi dans les buts et gardien des réseaux sociaux, c'est notre ami Vincent. Comment il va, Vincent? Ça va super, merci. Et toi, Camille, comment tu vas? Ça va, en forme. J'avoue, je serais bien resté auprès du feu chez WAM avant de venir avec ce temps de merde. Ouais, mais il y a quand même un programme exceptionnel quand même. Il y a quand même un programme exceptionnel, c'est vrai. En défense, c'est Sacha de Média Tolosa. Comment il va, Sacha? Ça va super. En forme? Ouais, grosse soirée qui s'annonce, ça fait plaisir. Au milieu de terrain, on a Sacha de Média Tolosa. Comment ça va, Sacha? Ouais, ça va super, grosse soirée qui s'annonce, donc ça fait plaisir. Et en attaque, bien sûr, ce soir, c'est Sacha de Média Tolosa. Comment ça va, Sacha? Non, bah écoute, on fait comme on peut. Ce n'est pas moi qui ai viré les autres, je suis juste. Les effectifs très sont heureux. réduits, mais le putsch Média Tolosa était vraiment bien en place. Il n'y a plus personne, là. Il n'y a plus que nous, là. T'as fait des vannes à chaque émission, mais t'assumes. Hein. C'est toi vrai. qui fais l'animation et tout. Hein. Il a envoyé Fred à Miami, il a mis Nathan sur un fauteuil, il a remis Auxence dans les études. Elliot, on n'en parle pas. Mais il y a encore un qui est là, qui est derrière tout ça et qui va nous coacher tout ça comme il faut ce soir. C'est Clément. Comment il va, Clément? Eh bien écoutez, très bien messieurs. Sacha, tu t'en es bien tiré, je trouve, parce que c'était pas facile. La triple présentation d'affilée. Il n'y a personne sur la compo, faut bien se débrouiller. Bien mettre des noms sur la feuille de match, je suis bien d'accord avec toi. Exactement. On embrasse bien sûr tout le monde, Elliot, Fredo, Mehdi, Nathan, Auxence et Ben. Au programme de cette feuille de match, le programme du week-end, la fermeture de la tribune par la LFP, un entretien exceptionnel avec Pascal Despérou qu'on aura au téléphone à partir de 20h15 jusqu'à 20h45 grand maximum, et ensuite la preview de Nice TFC avec Florian Buzeau, supporter niçois. Vous pouvez réagir avec nous en direct sur Twitter, le hashtag FDM sur notre compte FDM Foot, sur le Facebook Live de notre page La Feuille de Match sur Facebook, ainsi que celle de Radio Occitania, et bien sûr sur notre page Twitch. Est-ce que nous avons des connectés, mon cher Vincent? Alors, il y a des connectés, mais ils ne font pas encore coucou, donc je peux pas dire qui y a. Il y a juste Elodie qui nous salue, qui nous souhaite une bonne émission. Eh bien, merci Elodie. On salue Chocolatine. 31, pardon. Sacha aussi, est-ce qu'il est là? Moi je salue tous ceux de Média Tolosa qui regardent. Je sais Eh qu'ils bien, regardent. Il y a un space après? Il y a un space après, ouais. Ah, bien Voilà, joué. cool. On les embrasse à tous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube aussi. C'est là où on met tous nos replays, si vous voulez sub. Aussi la feuille de match sur Twitch. N'hésitez pas, comme ça, Sacha pourrait être accompagné de quelques collègues à côté de lui qui ne devra pas jouer 3 postes dans le même match. Il y a Beto Forever qui vient de se connecter sur Twitch aussi. Eh bien, on embrasse tout le monde. C'est parti pour cette 245e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on va commencer avec nos internationaux. Il y a Soiseau qui a joué 90 minutes de la défaite du Chili 1-0 face à l'Équateur. Caceres a joué le dernier quart d'heure du nul 1 partout du Venezuela au Pérou. Dalinkra a joué la deuxième mi-temps face à Gibraltar et a fait sa première sélection. Effectivement, avec les A. Begraoui était titulaire et capitaine pour le match du Maroc U23 lors de leur victoire 1-0 contre les USA. L'équipe de France U19, elle a passé le premier tour de qualif Euro 19, défaite 2-1 contre le Danemark. Lamadi est entré en jeu à 40e et expulsé à 80e. Wissa est entré en jeu à 112e minute. Il se qualifie pour les seconds tours lors des tours des qualifications du 19 2024. Les U17 affronteront donc l'Ouzbékistan demain matin, samedi à 9h30 sur la chaîne d'équipe en quart de finale du mondial. Donc Niflor est deuxième gardien, il a joué le second match, mais pour le moment il est sur le banc. Mais est-ce qu'ils vont continuer la compétition? Parce qu'apparemment on a un joueur qui a joué avec le Niger. Ouais. Je crois, et du coup on n'a pas le droit de faire tout ça, le bel amateurisme, professionnalisme, pardon, excusez-moi, de notre fédération française de football. Et apparemment, si j'ai bien compris, du coup la France ne risque rien parce que c'était dénoncé trop tard. Il y avait un délai qui était passé, donc c'est trop tard pour se plaindre, maintenant c'est fini, ben voilà. Ouais. C'est trop tard quand c'est l'équipe de France. Ça aurait été le Zaïre par exemple, je suis pas sûr que ça aurait été trop tard. Mais si le Zaïre c'est trop tard, parce que ça fait quoi, oui, 20 ans c'est vrai, qu'il existe c'est plus le pays, vrai. C'est vrai que j'ai pris le seul pays qui n'existe plus, mais c'était pour. On a des nouvelles du Congo belge ou pas? Non, allez, on enchaîne avant que ça dérape. Le programme des jeunes du centre de formation et des féminines. Déplacement à Thonon, Grand Genève FC, donc le club de Valentin Liénard pour ceux qui suivent sur les réseaux, et surtout de Brian Bergogneau, le coach qui coach cette équipe depuis quelques temps. Ça sera samedi à 18h à Thonon-les-Bains. Ça va être compliqué comme déplacement pour nos Toulousains. Les U19 recevront l'OM dimanche à 11h sur l'annexe Bristaton. Pour info, il y a eu le tirage au sort de la Gambardella, donc la Coupe de France des jeunes qui a eu lieu cette semaine au premier tour fédéral. C'est l'équivalent du 64e de finale. Ça sera le 10 décembre à Angoulême-Charente FC, qui est une équipe de régional. Et pour terminer, pour l'académie, les U17 recevront Istres dimanche 14h30 à La Ramée. Nos féminines, elles ont un gros match ce week-end puisqu'elles se déplacent chez le
les leaders grenobloises. Le Grenoble Foot, c'est dimanche à 13h en même temps que Nice TFC. On vous fera suivre ça bien entendu en direct du Danube. Les U23 LR réceptionnent Toulouse Métropole samedi à 20h sur l'annexe Bristaton. Derby ou pas derby? Pas derby. Ah bon? Bah, Toulouse, c'est pas derby pour toi? C'est bah, quoi alors un Il derby? y a une aminosité entre les deux, il y a quelque chose, une histoire commune. Non. Si, l'an dernier, il y a eu match à rejouer, je peux te rappeler. À cause des lumières, mais c'est parce que Mehdi a éteint l'éclairage. Oui, on le ça, sait c'est tous vrai. que Mehdi aussi avait encore les clés Toulouse Métropole. Donc, Après, si TFC Montpellier c'est un derby, Toulouse Métropole c'est forcément un derby oui, si vous voulez. Et les U19, non les 19, Si. oui si les U19 se déplacent à Marseille pour le choc de cette phase de groupe, puisque le vainqueur de ce match sera presque assuré de jouer la phase élite, donc un gros week-end pour nos féminines aussi. Ce sera à 14h30 au campus OM et non pas sur campus FM. Les annonces chaque vendredi et les résultats chaque lundi, messieurs. Voilà pour le programme complet. Pendant les quelques minutes qui nous restent avant qu'on reçoive Pascal Despérou pour un super entretien, on va se replonger dans le TFC Naples de 1986. On a le virage Bristaton qui a été sanctionné par la LFP puisqu'il sera la tribune basse sera fermée, pas de reclassement et un communiqué du club. On va vous lire le communiqué ici présent. Ces incidents ont entraîné la convocation du club devant la commission de discipline, blablabla. La fermeture du virage Bristaton pour un match ferme et un match avec sursis avec effet immédiat. Le club prend acte de cette sanction après décision de ne pas faire appel. En conséquence, le virage bas, donc comprenant les portes 5, 6, 7, 8 et 9, sera fermé lors de la réception de Lorient le 3 décembre. Aucune option de remboursement ou de remplacement ne sera proposée. Nous tenons à réaffirmer que nos supporters dans les IT93 sont les plus fervents représentants, jouant un rôle essentiel dans le renouveau du TFC, blablabla, mais ils ont utilisé de la pyro et c'est pas bien. Je le clôture un petit peu. Messieurs, est-ce que vous comprenez ce choix du TEF de pas de replacer nos supporters? Pas vraiment. Franchement, pas vraiment. C'est pas comme si on allait faire guichet fermé contre Lorient. Je pense qu'il y aurait vraiment eu la place de faire venir ceux qu'ils voulaient. Et je comprends pas vraiment, mais ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai vu que j'étais pas le seul et j'ai vu beaucoup de messages de soutien. Et je pensais pas que les Indians étaient autant soutenus par ceux qui ne sont pas dans le noyau ou qui suivent ça de loin. Donc c'est dommage, je trouve ça c'est assez froid comme communiqué. Je trouve ça vraiment dommage. Je suis tout à fait d'accord avec Sacha, c'est extrêmement dommageable je pense pour le club et le match contre Lorient qui en effet sera clairement pas à guichet fermé. Par contre c'est logique, moi je vous avoue que je m'y attendais et j'ai l'impression que ça fait un petit peu punition collective pour ainsi dire. C'est le cas. Oui. Mais voilà, rajouter à la punition de la Ligue, de fermer la Ligue, le virage pardon, le club se dit il faut quand même que nous aussi on fasse quelque chose je pense pour entre guillemets sanctionner les Indians, donc c'est malheureux mais moi je m'y attendais perso. Je m'attendais oui et non. Alors la fermeture du virage, oui quand même. Ça, c'est que la Ligue est assez intransigeante là-dessus, malgré qu'elle en fasse l'apologie sur tous les réseaux dès que c'est possible de vendre un peu plus cher cette chère Ligue. Les milliards. Par contre, je pensais quand même que le club ferait un petit geste. Après, pour le coup, c'est pas la première fois qu'on est repris à l'ordre cette année. Il y a eu des amendes qui pèsent aussi dans la balance. Il y a un match de sursis. Est-ce que justement la Ligue leur a dit vous faites pas les malins, vous essayez pas de les recaser ailleurs pour contourner le truc et que ça soit une fausse punition entre guillemets? Je sais pas. On n'a pas tous les tenants, les aboutissants. En tout cas, le club par rapport à il y a quelques années montre quand même un minimum de soutien à ses supporters. Alors qu'il y a quelques années, il dénonçait tout le temps le moindre agissement. Il y a du mieux, c'est une situation compliquée, mais c'est assez dommage. Et encore une fois, c'est tout le monde qui est puni, alors que c'était quand même une belle chose. Et on aura un stade qui risque un peu de sonner creux. Mais pour le coup, ce qui est bien, c'est que ça rappellera à certains l'utilité d'avoir des ultras, d'avoir des Indians qui mettent l'ambiance, que quand ils ne seront pas là, c'est compliqué. Le problème, je pense qu'il est même plus profond que ça. Moi, je pense que la Ligue, dans tout ça, est très mauvaise et c'est pas nouveau de toute manière. Parce que je l'ai tweeté d'ailleurs dans la semaine. Il se la raconte là. Non, mais c'est pas que je me la raconte, c'est surtout que vous allez voir la promotion de la Ligue et les vidéos de promo qu'ils vont faire. Il y aura des engins pyrotechniques, c'est déjà arrivé. Donc il y a une espèce d'hypocrisie générale qui se fait, une schizophrénie même au niveau de la Ligue. Et ça, c'est dommageable et ça commence à être un petit peu relou. Il y a Roux qui a donné une interview sur le site desviolets.com où il explique aussi que la Ligue, par exemple, avant c'était 1 000 € d'amende par
engins pyrotechniques utilisés, maintenant c'est 2000 €. Au lieu de vendre des CVC à des fonds d'investissement et perdre 13% des droits TV et de se gaver par son salaire, Monsieur Labrune, etc., au lieu de se faire du fric entre guillemets sur le dos de tout le monde et d'essayer d'aller chercher de l'argent ailleurs, au bout d'un moment, arrêtez d'être con et laissez un peu tout le monde vivre d'autres trucs. Les ultras, on n'est pas les premiers, on ne sera pas les premiers à être fermés, à avoir des sanctions, à avoir des amendes, mais au bout d'un moment, il y a quand même quelque chose qui n'est pas bon. Et moi, je trouve que les clubs aussi devraient pas se rebeller, mais leur faire comprendre que tout ça, c'est un petit peu abusé. Alors là, je prends clairement position et je l'assumerai totalement. Mais moi, je trouve ça dommage parce que parce que tout se passe bien, il n'y a jamais eu, en tout cas à Toulouse, je parle pour Toulouse, il n'y a jamais eu de blessés récemment ou quoi par rapport à ces engins pyrotechniques dans le stade. Ça a toujours été maîtrisé. Et là, on punit tout le monde. Et comme il le signale, il y a eu 150 pyros qui ont été utilisés, tu prives 3000 personnes. Donc c'est quand même un petit peu abusé. Moi, ça me dérange pas de ne pas pouvoir y aller, entre guillemets ou quoi. Je me débrouillerai pour y aller de cette manière. Mais que le club ne fasse rien et qu'il soutienne ce truc de la ligue, ça m'embête un peu parce que je trouve qu'ils jouent de jeu dangereux dans leur communication où sur le grand public ils font un peu style on est là, on est présent. Et par derrière, il n'y a pas vraiment de communication. Et des infos qu'on a, la communication entre les Indians ou les groupes de supporters et le club, elle n'est pas non plus si fluide que ça. Donc je trouve ça un petit peu dommageable. Et quand tu te vantes d'être très proche de tes supporters, de les mettre en avant sur les réseaux dès qu'ils font un beau tifo et que tu fais des super reels et des super machins, quand ils ont besoin de toi, ce serait peut-être bien aussi d'aller les soutenir et de leur proposer des solutions de repli, ouais. Après, on n'est malheureusement pas les seuls. Il y a beaucoup de clubs sanctionnés. Absolument. Après, ça reprend aussi le travail de l'Association nationale des supporters. L'avocat Maître Pierre Barthélémy, qu'on a vu au téléphone l'an dernier, qui retweetait justement cela, qui disait la pyrotechnie terrorise ces gens jusque dans leur lit. Acharnement de sanctions démesurées pour des animations festives qui font la promotion du foot français. Ouais. Donc, ce cas, il dépasse aussi Toulouse. C'est un symbole de plus. C'est une ville de plus concernée par ces incidents et ces stigmatisations systématiques contre ces supporters pour des raisons qui s'approchent de la privation de liberté, tout simplement. Non, mais moi je suis clairement d'accord. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas les seuls qu'on va pas en parler. Et, franchement, moi je continuerai de prendre position chaque fois que ça arrive. Et puis je suis pas fermé non plus. S'il y a des gens qui sont pas d'accord, je suis prêt à discuter. Mais ce qui ressort de ça, c'est vraiment que c'est dommage, quoi. Et vas-y, excuse-moi, tu voulais Non, je suis d'accord entièrement. Et juste aussi une pensée, je trouve, pour le site lesvélés.com, je trouve l'interview très intéressante. Et par contre, le flot de commentaires négatifs qu'il y a eu m'a assez étonné. Alors c'est vrai, c'est toujours des fois c'est les minorités qui activent, on voit pas la majorité silencieuse, mais on voit la minorité qui est un peu virulente. Et là, pour le coup, un flot de commentaires, ces gens-là sont quand même bien contents quand il y a les Indians pour mettre l'ambiance. Et même les commentaires, j'ai vu Paul Cometto, Alexandre Roux réagir à ces commentaires-là. Franchement, il y avait des trucs qui étaient un petit peu excessifs. Dans les deux sens, tu vois. Parce que ça, autant j'ai vu, mais du coup, ça a fait aussi réagir certaines personnes qui l'auraient peut-être pas fait pour soutenir les Indians. Et moi, je pensais pas qu'ils seraient autant soutenus sur les réseaux sociaux quand on voit comment ça réagit vite et comment ça se passe, quoi. Donc, il y a quand même, ça polarise un petit peu la communauté, mais j'ai vu plus de messages de soutien que ce que j'aurais espéré. Ouais, moi j'en ai plus vu des négatifs que de soutien, mais après je pense que beaucoup de gens ont une grosse méconnaissance aussi de tout ce qui est la mouvance ultra en général, de ce qui est une animation de tribune, de ces associations et qui aussi malheureusement regarde les grandes chaînes d'information, etc. Et c'est pas forcément les spécialistes. Quand on voit l'avocat qui est de l'ANS qui est passé une fois sur CNews ou BFM, non je sais plus si c'était CNews, non BFM, c'est RMC, c'est BFM, et qui s'est fait défoncer par tout le monde, alors que c'est quand même un mec qui connaît tout ça, qui maîtrise son sujet, que c'est des gens des grands journalistes, des journalistes parisiens qui sont jamais foutu un pied dans un stade qui défendait tout ça. Bon, il y a aussi quand même un gros décalage, je trouve. Je dis pas que les Indians ont raison, en tout cas, ils ont fait une belle fête, c'était quand même très chouette. Tout le monde a vanté leur mérite, etc. J'insiste juste sur un point, je te laisse la parole. L'alarme incendie qui s'est déclenchée n'est pas due à un engin pyrotechnique du virage, c'est un individu lambda, virage ultra, c'est un individu lambda qui a fait de la merde et qui a fait déclencher ce truc-là. Et ça, je pense qu'il y en a peu qui le comprennent et qui le savent.
Ouais, je dirais un commentaire qui nuance aussi un peu ça. C'est bien aussi d'avoir des avis différents. C'est l'avis de Lucas sur Facebook. Il nous dit depuis quand les ultras sont des artificiers, les enfants, les gens à côté, c'est tellement dangereux. Les fumis, ok, mais les projectiles qui explosent, c'est pas possible dans une tribune avec les gens autour. Il était parfait jusqu'au fusée artifice. Ça aussi, c'est un argument qui peut se comprendre. Mais ça s'entend et il y a pas de souci. Hein. Après, c'est très, très bien fait. Moi, ce que je prône et ce que je comprends pas, c'est pourquoi dans ce genre de choses, quand tu sais qu'il va y avoir des anniversaires, pourquoi tu fais pas une sorte de réunion où tu leur dis voilà, il va se passer ça, ça, ça et ça, on encadre. Ça avait été fait. Non, ça pas pour un anniversaire, Non. Ça avait été fait pour des tests de pyrotechnie. Oui, Et les qui avait été réussi d'ailleurs. Les Ignots avaient participé. C'était contre Grenoble Mais- en Ligue 2. Ouais, mais je sais pas, au moins tu le sais, c'est acté et basta. Il y a des clubs qui portent pas plainte contre leurs supporters. Il y a des clubs en France qui portent pas plainte. Nous, je pense qu'on continue de le faire. À l'époque, on le faisait en tout cas beaucoup. Mais voilà, il faut aussi savoir ce qu'on veut et ce qu'on a. Et moi, je trouve ça dommageable parce que ça reste de la fête et ça reste des belles images et des bonnes choses qu'on vit en virage. Pour nuancer, alors peut-être qu'aujourd'hui on porte encore plainte, mais on ne l'assume pas, alors qu'avant c'était assumé et c'est une volonté de porter plainte contre ses supporters. Donc il y a quand même une nuance qui est intéressante à la décharge du club. Puis les 30 ans, on s'en souviendra au moins. Exactement. Ouais, Jusqu'au bout. totalement. Clément, tu veux peut-être ajouter un truc? Non, rien de spécial, mais je me demande si la sanction n'est pas aussi due au fait que le match a été arrêté. Hein. Je pense que si le match n'est pas arrêté. Mais t'as un flou d'ailleurs dans leur communiqué de la LFP sur ça. Ils disent pas vraiment pourquoi. Ils le disent pas vraiment, mais à mon avis, ne serait-ce que par rapport aux diffuseurs, etc., le fait qu'un match soit arrêté, ça pose problème. Donc je pense que la Ligue a un peu, entre guillemets, les mains liées, dans le sens où je pense qu'ils sont obligés, entre guillemets, de marquer le coup, et parce que le match a été arrêté. Je pense que si le match n'avait pas été arrêté, il y aurait peut-être eu seulement du sursis et pas une tribune ferme. Et avec, entre guillemets, interdiction de recaser les supporters ailleurs. C'est quand même fort dommage. Messieurs, on va enchaîner puisqu'on va avoir un entretien exceptionnel avec Pascal Desperoux. On va se reprolonger dans le TFC Naples de 86-87. En tout cas, il s'est passé ce qui s'est passé. La pyro, ça reste quand même très joli et très, très festif. Et je pense qu'il faut juste qu'on voit peut-être le problème autrement de comment ils le font. Mais bon, vu tout l'argent qu'ils encaissent grâce à ça, je suis pas sûr que ça change. Mais voilà, messieurs, en tout cas, est-ce que le 3 décembre, vous irez quand même au match? Enfin, vous irez au match. Vous êtes suspendu comme tout le monde, mais est-ce que vous racheterez un billet ou pas pour le match? Oui. 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 Je demande à mon banquier, je te dis. Ouais. Non, je lance une cagnotte. D'ailleurs, je vends une place en porte 6 pour ceux que ça Je vois intéresse. une place porte 7 aussi. Combien tu la vends? Peu Intéressé. importe. 3 balles, moi. Ça fait bizarre sur les images quand même. Ouais. Apparemment, les Indians, ça avait dit qu'ils voulaient quand même mettre des choses en virage. Enfin, j'ai vu passer ça sur un tweet, je sais pas si Peut-être c'était une ironique bâche, ou pas, peut-être, mais je sais pas. j'ai vu passer sur un tweet. Écoute, on verra ça en tout cas déjà. Mais les connaissants, il y a moyen qu'il y ait des trucs rigolos. Oui, c'est Ça possible. ça pourrait Ils être peuvent sympa. mettre je pense qu'ils peuvent mettre un message ou faire mettre un message. Ils ont le droit de mettre une banderole en soi. Oui, ils sont t'as pas. le choix, oui, Donc, tu sais pas, oui. Puis t'as peut-être des mecs qui sont cartés au-dessus, qui peuvent aussi aller les mettre. Au péril de leur vie. Au péril de leur vie. Mais en tout cas, c'est dommage parce que, juste en parlant de péril de la vie, ça me fait penser à la discussion qu'on a eue dans la voiture tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on se fait choper aussi avec des fumiers, on peut être fiché S, les gars. Ouais. C'est quand même Ça va vite. Hein. de poids, de mesure. Mais ça va être le moment de se replonger dans l'histoire, messieurs, puisqu'on va recevoir Monsieur Pascal Desperoux. Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un résultat. Allez, Et Pascal Desperoux, pour les plus jeunes, c'est de 85 à 92 au TFC, 211 matchs, de 92 à 96 à l'AS Saint-Etienne, avec 107 matchs, une saison à Perpignan en 96-97. C'est des sélections en équipe de France. C'était coach aussi du TAC de Auch et aussi conseiller technique départemental de Haute-Garonne et formateur aussi de coach. En tout cas, un beau personnage. Et bonsoir Pascal et bienvenue dans la F2M Toulouse. Oui, bonsoir Camille, bonsoir à tout le monde. Comment ça va? Je vous entends pas très bien. Ah, ça c'est. Alors, on va essayer de faire comme ça. Si dans 2-3 minutes c'est toujours pareil que tu nous entends pas très bien, on switchera, on fera une autre méthode. D'accord. Comment ça va déjà pour commencer? Très bien. Ouais. Très Bon, bien. Une semaine bien entendu sur le terrain. Voilà. Et donc, en attente un petit peu de ces matchs durant tout ce week-end. Et oui, parce que t'es à Montpellier, ça, avec les U16 d'Occitanie. Oui, là, j'ai passé la semaine, justement, on a été sur le centre du Montpellier Hérault, là, qui nous a très bien reçus.
Voilà, on était en stage avec la sélection Occitanie 16 ans. Voilà, où c'est qu'il y avait pas mal de joueurs de la Haute-Garonne du reste. Ok. Bon Pascal, on a voulu t'inviter parce qu'on voulait se replonger dans le passé, dans cette saison 86-87 et plus particulièrement ce 1er octobre où le TFC reçoit lors de la phase, lors d'un match retour, le Naples de Diego Maradona. Au match aller, les Toulousains avaient perdu 1-0 et tu faisais partie de cette équipe. À l'époque, tu avais 20 ans. Ma première question, elle est très simple. Déjà, à 20 ans, comment on prépare ce genre de rendez-vous ? Alors en plus déjà le match aller, hein, puisqu'à l'époque la Coupe d'Europe c'était un match aller-retour, hein. Donc oui. C'était le premier tour. Donc le match aller c'était à San Polo, à Naples. Vous vous rendez compte là, c'est extraordinaire. Donc c'est vrai qu'on avait perdu 1-0, mais pour autant c'était un très bon résultat devant 80 000 personnes dans le stade, mais à Naples au vu de la folie avec Diego Maradona. Donc voilà, on avait de sérieux espoirs au match retour, et puis à Toulouse ça a été c'est vrai une date mémorable puisqu'on a réussi à gagner ce match 1-0 sur un but de Yannick Stopira, des superbes débordements de Beto Marsico, et puis donc la séance de penalty mémorable où c'est qu'on arrive à éliminer ce monstre italien, parce qu'à l'époque il y a quand même 7 joueurs qui font partie de l'équipe nationale d'Italie. Oui, à l'époque, d'ailleurs cette saison-là, le Naples va rafler le Scudetto aussi. Donc c'était quand même un gros Napoli, donc c'est un vrai exploit qui a été réalisé par les Toulousains. Oui, d'abord Diego pour les jeunes, parce que ça remonte, bien entendu. Mais Diego Maradona, c'était un petit peu Lionel Messi du Barça, là. C'était le meilleur joueur du monde. Et on sentait qu'ils étaient à la course-poursuite avec la Juve là, pour le titre en Italie. Et je vous dis, il y avait vraiment un engouement formidable pour cette équipe qui s'était promis de gagner en Europe, qui l'a fait derrière, hein, oui. Qui s'est servi de son élimination au stadium. Mais pour nous, pour Toulouse, ça a été extraordinaire après 2 matchs quand même très très disputés. Et du coup, à 20 ans, comment on prépare ce genre de rendez-vous ? Alors j'avoue que c'était quand même, parce que moi un an avant je jouais au niveau régional, hein. Oui. Donc et puis les choses se sont accélérées. Jacques Santini m'a mis titulaire. On a réussi à se qualifier 6 mois après pour cette Coupe d'Europe. Et puis là au début de la saison c'était octobre, tout début octobre Naples. Et c'est vrai que bon voilà, c'était quand même. Mais à cet âge-là, je crois qu'on mesure pas finalement. On affronte les adversaires les uns après les autres. Ceci dit, quand même, heureusement que Jacques Santini m'avait protégé, parce que moi j'étais appelé à l'époque, vous savez, le numéro 6, je jouais au milieu défensif, était responsable du marquage très souvent du numéro 10. Et en fait, jusqu'à la veille du match, Jacques Santini m'a protégé de ça, et il a confié la responsabilité de ce marquage-là à Benoît Tilly, qui avait la même taille, le même profil un petit peu, et qui s'en est remarquablement bien sorti. Mais d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire, il y avait une équipe quand même d'expérience aussi à cette époque à Toulouse, hein, pour les plus jeunes qui ne savent pas. On avait du Tarantini, du Yannick Stopira, Beto Marsico, Philippe Bergerot, Jacques Santini en coach. Comment dans le vestiaire ça s'est passé ? Est-ce que tous ces joueurs-là ont aidé aussi les plus jeunes comme toi à l'époque ? Oui, parce qu'à l'époque, il y avait 9 à 10 internationaux autour de moi, hein. Parce que là, tu as cité 4 ou 5 joueurs, bien entendu, mais tu peux rajouter Gérald Passy, Jean-Philippe Durand. Moi, j'étais le gamin, là, 20 ans, mais j'étais un peu argentin, moi, de naissance. Je sortais des quartiers de chauds de Toulouse, et encore une fois, tout ce qui se présentait, c'était déjà jouer titulaire, gagner sa place et être dans un 11 toulousain qui, à l'époque, je répète, l'année avant, il y avait Jean-François Daumer. Enfin bon, je répète, il y avait 9 joueurs qui avaient joué ou en sélection internationale, comme Tarantini, champion du monde, oui. Marsico, international argentin. Ouais, moi, ils m'ont beaucoup aidé dans l'approche du match, dans la préparation du match. Parce que, encore une fois, au match aller à Naples, c'était dantesque. Voilà. Et puis, arriver à Toulouse, gérer l'événement, ne pas jouer le match avant, parce que il y avait 38 000 spectateurs dans le stade. Mais un petit peu à l'image de Liverpool l'autre jour, il y avait franchement 20 à 25 000 personnes dehors qui n'avaient pas pu avoir de place. Ouais, c'est vrai qu'il y avait un vrai engouement déjà à cette époque pour ce match. Et d'ailleurs, est-ce que ça vous a aidé cet engouement, ce public? Parce que j'avais vu une interview de toi dans Actu Toulouse où tu disais qu'à l'époque vous avez mis 1h30 pour aller au stadium, alors vous étiez route de Saint-Simon. Alors route de Saint-Simon, on va dire, s'il y a personne, ça a 20 minutes, un quart d'heure à tout casser du stadium. Et là apparemment vous avez mis 1h30.
Ouais, parce que c'était une autre époque, même s'il y avait déjà des motards. Mais on était à l'hôtel 2 jours avant, on avait été réunis à l'hôtel de Diane. Oui. Et c'est vrai que là, de par les embouteillages et puis cette effervescence autour du stadium, voir Maradona, mais aussi voir cette équipe de Naples. Je rappelle qu'il n'y avait pas eu de football de très haut niveau depuis 20 ans à Toulouse. Et là, je sais pas, cette équipe, on arrivait à porter un espoir. Et à l'image de l'autre soir du TFC qui a éliminé Liverpool, sur 90 minutes, tout est faisable. Voilà. Mais je reconnais que c'est une des grandes dates du football à Toulouse. Est-ce que c'est ton plus beau souvenir en tant que joueur? Quels sont mes souvenirs, c'est ça, Camille? Ton plus beau souvenir. Est-ce que c'est ton plus beau souvenir, ce match? Oui, indéniablement, bien entendu. Mais c'est presque à 20 ans après, on n'a peut-être pas les mêmes repères que plus tard ou mesures. Là, les choses s'accélèrent, s'enchaînent. Mais c'est vrai que c'est le plus beau souvenir. Celui-ci et après, quand même, ce titre de champion d'Europe avec Laurent Blanc, Cantona et sous le maillot des espoirs français. Voilà. Ouais. Mais pour Toulouse, c'est le plus grand match. Celui qui a suivi derrière, puisqu'en se qualifiant, on a joué le Spartak de Moscou, c'était l'équipe nationale de Russie, là, hein, oui. De l'URSS. De l'URSS, voilà. Ouais. Mais bon, pour les plus anciens, bien entendu, vous savez, sur tous les stages, là où moi j'ai les enfants, ils ne me connaissent pas forcément aujourd'hui. Mais le lendemain, avec Google, après ce que tu veux, ils ont des images. Mais par contre, tous les parents, c'est vrai que même encore, partout où je me déplace à Haute-Garonne, les gens ont ce souvenir-là et les questions fusent forcément. Ben, je pense il y a tous un souvenir qui évoque tout le monde. D'ailleurs, il y a même une vidéo qui traîne sur YouTube. C'est ces 30 premières secondes de ce match. Puisque dans les 30 premières secondes du match, j'ai le coup d'envoi, Diego arrive et il y a un certain numéro 6 qui a 20 ans qui lui met un gros boa. Et c'est toi, Pascal, et tu as dit bienvenue à Toulouse, non? Alors, je dois dire que ça, c'est particulier pour moi, parce que bien entendu, ça résume, quelquefois, il y a ces images-là qui passent. Mais sur l'engagement, Diego est malin, parce qu'en fait, je le touche peu, mais comme il y avait très peu de ralentis et une ou deux caméras seulement sur le match, c'est vrai que ça donne l'impression d'avoir une grosse faute. Mais d'abord, je n'ai pas pris de carton jaune, mais lui, il a rajouté beaucoup. Oui. Et paix à son âme, parce que c'était un garçon adorable, par ailleurs. Mais c'est vrai c'était très difficile de le jouer parce qu'à peine tu rentres en contact avec lui, il avait cette faculté un peu à la Neymar, d'accélérer les choses. Voilà. Ceci dit, c'est vrai que, alors que j'avais la consigne de surtout faire attention dans le premier quart d'heure, de ne pas faire de faute grossière sur lui, parce que l'arbitre, bien entendu, avait une protection particulière. Je rappelle qu'il est champion du monde de l'an 86. Oui. Oui, 4 mois avant. Donc j'allais dire, c'était vraiment, ça aurait pu me coûter, ça aurait été à l'extérieur, peut-être j'aurais pris en rouge, et là, Toulouse ne serait pas qualifié. Mais à 20 ans, il est venu, c'est vrai que sur l'engagement, voilà, peut-être que 2-3 ans plus tard, avec un peu plus de maturité, j'aurais évité ce contact-là. Ouais, non, on va mieux le mettre. Ça nous fait des bonnes images. Pour l'histoire. Exactement. Il y a Fred qui est pas là ce soir, qui a vécu ce TFC Naples, mais bon, il est à Miami. Il peut pas tout avoir, le pauvre. Il nous a mis un petit message sur le groupe. Il te demandait si l'équipe avait les moyens d'aller plus loin. Et est-ce qu'il n'y avait pas des regrets aussi par rapport à cette saison 86-87 en Coupe d'Europe? Parce qu'on rappelle qu'on a été éliminé par le Spartak Moscou là-bas. Bah si, d'énormes regrets. C'est vraiment, on le porte encore quand on y pense, tranquille. Parce que en fait, on gagne 3-1. Gérald Passy marque un doublé là. Le match est télévisé sur France 2 ce soir-là. On gagne 3-1 contre Moscou au Stadium. Et on marque même à Moscou, je crois, donc à 3-1, tu t'imagines. Ouais. Et on marque, en plus, Jean-Philippe Durand marque, je crois, à la 7 ou 10e minute de jeu, ce qui porte le score à 4-1. Voilà. Et là, on explose. Ils égalisent juste avant la mi-temps. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu, à ce moment-là, une petite, on va dire, perturbation sur la ligue. Certains chez nous voulaient jouer le hors-jeu, d'autres pas. Et malheureusement, les Russes nous ont pris de vitesse et on est éliminé 5-1. Franchement, on était parti de Toulouse. Je me souviendrai, c'est pas dans des conditions particulières. À Moscou, il faisait pratiquement moins 5 degrés, alors qu'il faisait 15 ou 20 degrés à Toulouse. Bref, on a été passif sur la deuxième mi-temps. Ça restera, bien entendu. On se fait sortir 5-1
à Moscou alors qu'on gagnait 1-0 au bout de 10 minutes. Et donc, je répète, au score, on vous rendait compte, on avait 3 buts d'avance. Ouais, c'était déjà les prémices de la remontada que Paris a pu connaître face à Barcelone aussi. Tout à l'heure, tu as évoqué ton titre de champion d'Europe Espoir, et d'ailleurs, il avait une petite question aussi par rapport à ça. Il voulait te demander comment ça s'était passé, ce titre de champion d'Europe, et aussi ces sélections avec les A. Bon, alors ça, moi, on est champion d'Europe, je crois qu'il y a 32 sélections, hein. Donc pendant 3 ans, on a sillonné l'Europe, je crois qu'on a tout gagné, sauf un match nul à la finale retour en Grèce. Mais on a éliminé l'Angleterre, formidable. L'Italie de Paolo et Cesare Maldini. Il y avait une génération de feu, là. Voilà. Galtier, Angloma, Sauzé, tous, on a fait Laurent Blanc, Cantona, Stéphane Paille qui est décédé, le pauvre. On avait une équipe de fous, là, et voilà. Et c'est vrai que ce titre-là a été fabuleux. Moi, j'ai été appelé, puisque en même temps, avec Toulouse, on jouait la Coupe d'Europe, trop tôt. Les 4 matchs que j'ai en équipe de France, j'ai remplacé les 4 matchs Luis Fernandez, qui était en difficulté à ce moment-là, par des blessures. Et je me suis vite rendu compte que le système médiatique ferait que ça ne durerait pas trop longtemps. Luis Fernandez était adoré, voilà. Et peut-être que moi, je n'ai pas confirmé. Attention, la sélection A, c'est un autre monde. Hein. Oui. Voilà. C'est un autre monde total. Et quand tu es provincial, comme je l'étais à l'époque, il faut maîtriser le contexte journalistique parisien. Ah oui, ouais, c'est pas toujours évident. Mais je le dis, j'avais un monstre au-dessus de moi. Louis a retrouvé sa place. C'était mon idole, hein, en plus, je veux dire, et il a été extraordinaire avec moi. Mais c'est vrai que voilà, c'est arrivé trop tôt, à 22 ans. Seuls finalement Cantona et Laurent Blanc sont restés. Et t'as des regrets par rapport à ça ou pas forcément? Oui, des regrets quand même, bien entendu, parce que quand on a connu ça, c'est extraordinaire. Par contre, c'était pas tout à fait une surprise, parce que en fait, c'est Michel. Moi, j'ai fait les 4 derniers matchs d'Henri Michel, oui, le sélectionneur, et qui avait une conception avec un milieu défensif comme je l'étais. Voilà. Et c'est Michel Platini qui a repris l'équipe de France, et lui qui d'entrée avait en tête de mettre 4 numéros 10 comme il avait pu gagner le titre de champion d'Europe en 84. Tigana, rappelez-vous là. Oui, oui. Et donc quand Platini a repris l'équipe, il ne m'a jamais appelé. Ça m'a fait très très mal. Mais il faut avancer. À partir de là, à 22 ans, j'ai quand même réussi à enchaîner 10 ans de carrière derrière. Voilà. Mais c'est un regret de ne pas avoir, bien entendu, beaucoup plus de sélection. On va essayer de comparer un petit peu les 2 matchs. Tu as un petit peu parlé tout à l'heure. Le TFC cette année retrouve l'Europe, donc l'Europa League, hein, l'équivalent de la Coupe de l'UEFA de l'époque. Et on vient de faire cet exploit de battre Liverpool. Alors déjà, avant qu'on parle de petit peu de ce match, est-ce que tu étais au match de Toulouse-Liverpool? Ouais, j'étais en tribune de presse. Le journal L'Équipe m'avait invité, parce qu'il voulait une analyse un petit peu du match. Et donc j'ai vu ça, c'était fabuleux. Voilà, Toulouse a mérité sa victoire. Et du reste, Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, a eu la classe de le reconnaître. Ouais. Nous, on a tendance à dire dans cette émission que ce Toulouse-Liverpool, c'est peut-être ce match référence pour la jeune génération, comme les anciens, nos parents ou grands-parents, ont eu ce TFC Naples. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Mais bien sûr, c'est ce qui manquait. C'était vraiment... parce que Toulouse, ils ont déjà joué Liverpool, rappelle-toi, avec Eli Bop, là. Sur le tour préliminaire, moi je commentais le match pour Sud Radio, hein, parce que j'ai eu cette chance-là pendant 10 ans de suivre le TFC et de commenter les matchs. Bon voilà, mais là par contre avec un exploit, avec un vrai enjeu sportif en plus. Le match en plus était à 19h, guichet fermé, j'allais dire, et Toulouse là marque 3 buts, c'est quand même extraordinaire, c'est pas une victoire 1-0 étriquée, quoi. Voilà. Il y a eu 5 buts sur le match, un suspense sur cette égalisation de Liverpool qui, heureusement, la VAR, on va dire comme ça, l'a refusé. Mais il y a eu du suspense, des buts, de l'intensité, et Toulouse a confirmé un petit peu ce qu'on avait vu sur la Coupe de France, et indéniablement, c'est ce qui manquait à la nouvelle génération. Voilà, un match référence. Tu sais, moi, sur les sélections, je les vois, là, je m'occupe des détections de 12 ans à 18 ans, de tous les enfants de Haute-Garonne, de tous les joueurs, ou joueuses du reste. Ben, je vois une émergence de nouveau, là, depuis 1 an, 2 ans même, de maillots. Voilà, les joueurs sortent, ils ont le maillot du TEF, quoi.
Et ces dernières années, c'était plutôt les maillots de Paris, Lyon, voire Arsenal et les clubs étrangers. C'est vrai que ça, nous, on s'est déjà fait la réflexion aussi. On voit de plus en plus de maillots qui émergent et c'est vrai que ça fait plaisir. Comme tu l'as dit, en plus, ce match face à Liverpool, il y a tous les ingrédients. C'est tous les ingrédients de ces matchs de Coupe d'Europe aussi. Ces soirées-là, elles sont spéciales et Naples, c'était spécial. Liverpool, ce fut aussi spécial parce qu'il y a un scénario qui va avec. Mais la question ou qui peut faire débat aussi, et je sais qu'on n'est pas tous d'accord nous déjà ici, mais lequel est le plus légendaire? C'est cette qualification face à Naples sur un match coup près ou ce match face à Liverpool ou c'est juste entre guillemets, je dis bien juste un simple match de groupe? Non, mais je pense qu'il n'y a pas à les opposer. C'est un peu comme en famille, il y a à accompagner, il y a à savourer. Je crois que dans les grands clubs, ils ont 10 matchs références. Voilà. Toulouse, malheureusement, contrairement à ce qu'on dit, c'est une terre de football. La preuve, dès que ça tourne, il y a du monde. Et simplement, il manquait ce genre de rendez-vous où les Toulousains sont au rendez-vous. Un peu à l'image des victoires du stade toulousain, il y a le public qui repart conquis, mais également toute une région. Je crois qu'en quelque fois, c'est la fierté de dire que dans la continuité, chaque époque a son charme. Moi, je sais que je m'oppose toujours à revenir à 20 ans, 30 ans en arrière, c'était mieux avant. Mais non, c'est plus dur aujourd'hui. Hein. Voilà, faut le mesurer, ça. C'est plus dur aujourd'hui au vu des enjeux et des budgets qu'il y a. Voilà, donc ce match-là, bien sûr, il va rester dans les annales, comme la remontée du TFC en 82. Voilà. Nous, on a en 86, c'est une grande époque, mais moi, j'ai été ramasseur de balles à ce moment-là. Quand Toulouse est remonté en deuxième division, les plus vieux, là, les anciens qui ont 70 ans, 60-70 ans, se rappellent d'un stadium en effervescence aussi. Voilà, on a besoin dans la culture du football de ces dates. Mais ce match de Liverpool, là, c'est sûr que si en plus il y a qualification, la seule chose qu'il faut, c'est qu'il faudrait pas surtout que ça coïncide avec une année très difficile et un maintien laborieux de Toulouse. Mais d'ailleurs, c'est quoi le regard que tu portes sur le TF de cette année, sur cette saison? Voilà, ils ont stabilisé, heureusement. Là, ils ont fait nul. Le pépin, c'est qu'ils vont à Nice et à Lyon. Ouais. Voilà. Donc, en parlant footeux, là, en parlant joueur, attention, parce qu'on sait que ça crame nerveusement la Coupe d'Europe. Indirectement, tu ne penses qu'à ça. Ils rejouent jeudi, là. Oui. Voilà. Mais là, il y a le feu, là, le championnat. Il y a 7 équipes en 2 points. Quand je vois le classement, Lyon, c'est pas possible. Ils vont pas rester derniers comme ça. Donc, du coup, t'as que Lorient derrière. Voilà. Et là, tu sors à Nice et à Lyon. Donc, attention, absolument, avant décembre, de ne pas être concerné dans les 3 qui vont souffrir cette année. Ouais, mais c'est vrai que ça va être là le grand enjeu, on va dire, de cette saison, d'essayer d'allier Coupe d'Europe et championnat. Bon, on prend l'exemple de Nantes de l'année dernière qui a eu beaucoup de mal, par exemple avec ça, qui a un beau parcours en Coupe d'Europe, mais en championnat où ils ont galéré. Par rapport à ce nouveau TFC qui est totalement nouveau, là, ce fonds d'investissement qui est arrivé il y a 3 ans, la fameuse data, tous ces joueurs qu'on connaît pas et qui éclatent au grand jour pour la plupart. Toi, de ton regard de footballeur, d'ancien footballeur et aussi de professionnel du métier, comment de pitchoun, oui. Et comment tu juges tout ça? Bon, d'abord féliciter d'abord Redbird, mais surtout M. Comolli et son équipe, parce que quand même depuis 3 ans et demi, je rappelle que bon, même si allez Garande, l'équipe à Garande, ça se joue à rien, la remontée à Nantes, ouais. L'année d'après championne de France de Ligue 2, titre de Coupe de France, et là, donc encore une fois Coupe d'Europe. Donc quand même il faut mesurer le chemin parcouru, alors que je reconnais que les 2 dernières années, avant leur prise de pouvoir, il y avait le stadium qui commençait à désespérer. Oui, voilà. Du reste, on sent, tu parlais de jeunesse, on sent un public jeune, oui, dynamique et passionné. Parce qu'à chaque fois que je suis allé au stadium, j'ai été effaré par le soutien et la confiance que le public toulousain a retrouvé en son équipe. Bon, ça c'est bien. Après, il faut faire attention parce que bon, ces fonds d'investissement, on a déjà des rumeurs. Voilà, combien de temps ils vont rester? Ça, c'est première question. Parce qu'en ayant mis près de 250 millions en Milan AC, attention, oui, est-ce que la France va encore les intéresser? Monsieur Comolli va se battre, le président. Mais il y a des réalités économiques. Voilà. Je crois qu'ils ont acheté le TFC 12 millions, d'après ce que j'ai pu lire.
Si demain, avec cette victoire contre Liverpool, il y a un investisseur anglais qui arrive et qui vend le club à 50 ou 60 millions, ils vendront. Ah ben ça c'est sûr, voilà. c'est le Après, jeu. sur la data, on a vu l'émergence de très bons jeunes joueurs. Voilà. Forcément, c'est la nouvelle donne en Europe. La limite, c'est que tous les 6 mois, ça bouge tellement qu'il y a de l'incertitude sur le niveau de l'équipe. Le petit Guillaume Rest, qui est notre chouchou, on va dire ici, qui nous étonne. Son éclosion ne nous étonne absolument pas, parce qu'on le suivait déjà depuis un petit moment avec la réserve et les 19. Est-ce que toi, tu l'avais déjà vu passer, ou peut-être que tu l'as eu entre tes mains avec les sélections? Qu'est-ce que tu peux nous dire de Guillaume Rest? Ah oui, parce que nous, on l'avait déjà identifié. Il a été sélectionné Occitanie avec... parmi les jeunes, il était déjà le meilleur gardien de sa génération, depuis l'âge de 13 ans. Hein. Ouais. Voilà. Alors il y a une grosse blessure, cette fracture. Il a été retardé pendant 1 an, mais c'était un phénomène. Comme a pu être à l'époque où j'ai vu émerger, moi, à Fabien Barthez, à 18 ans. Voilà. C'est du même acabit. S'il reste... alors certes, il a fait une erreur, l'équipe de France Espoir. Oui, bon. Mais s'il est sérieux et que les petits cochons ne le mangent pas, c'est le futur gardien de l'équipe de France A. Mais attention, dans le football, tout va très très vite. Il faut rester concentré. Mais par contre, là, ils ont un gardien fabuleux. Voilà. Mais comment ont pu l'être? Et c'est juste mon petit regret. Les Koné, les Adli, les Antiste, qui s'est un peu perdu. Mais attention, Toulouse, ils ont vendu 5-6 jeunes qui allaient peser dans les années futures. Mais malheureusement, c'est le système aussi footballistique qui veut ça. Et que les investisseurs qui sont venus sont pas venus non plus pour faire trop d'humain, on va dire. Il y a aussi du business derrière, malheureusement. Ah ouais, et les jeunes aussi, à 20 ans, 21 ans, tous, ils veulent des salaires que tu as à 27, 28 ans. Et je comprends la problématique du club qui à un moment donné, a un salary cap. Mais ces jeunes-là, eux, dès 20 ans, dès qu'ils font 1 ou 2 bonnes saisons, Adli, quoi. Sauf que si tu vends Adli, Koné à 15 millions, là, ça vaut le coup. Ouais. Par contre, Bakoy, c'est dommage. Le défenseur Diakité à 1,5, 2, 3 millions, c'est dommage de les avoir perdus. Vincent veut te poser une question. Oui, bonsoir Pascal. Est-ce que dans les sélections de jeunes que tu vois actuellement, il y a des jeunes prometteurs qui pourraient émerger au TFC? Mais déjà, il est au TFC, il y a le gardien, le fils à Wilfried Niflor, qui a été joueur formé à Toulouse, puis après à Nîmes, mais il y a Mathis Niflor qui est à la Coupe du Monde du 17, là, qui est gardien de l'équipe de France du 17, Toulouse a un super centre de formation. Hein. Attention, il y a Koumbassa, Fati, que j'ai eu en sélection en 14, 15. On a gagné contre l'Île-de-France 3-0, enfin bref, contre la Bretagne, contre des grandes régions de football. Et attention, Toulouse, chaque année, nous pourvoit 4-5 joueurs. C'est un des meilleurs centres de formation de France, Toulouse. Hein. Voilà. Mais je dois dire qu'il se tire la bourre avec Montpellier qui lui aussi met quand même 6 à 7 millions d'euros par an sur la formation. Ah oui, quand même. Et c'est pas rien. Pascal, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup de ta disponibilité. Je vais juste te donner une dernière question. Peut-être que tu le connais, en plus tu as dû l'avoir dans les formations. Mais Mehdi, qui est coach à Saint-Simon, aimerait savoir si tu peux pas lui donner le diplôme directement. Je vois qui c'est, Mehdi, mais justement, il doit passer son examen très bientôt. Et oui, c'est pour ça qu'il te pose la question. Mais il a de très bonnes qualités. C'est un jeune que je suis, parce que c'est vrai que au-delà des sélections, je m'occupe de la formation des éducateurs ou des éducatrices. Mais Mehdi fait partie des jeunes espoirs qui a toutes ses chances, mais à condition de travailler et de sortir le soir J, j'allais dire, puisque d'ici fin décembre, il doit passer son diplôme là pour son certificat fédéral de football, ce qui est déjà un très bon niveau. Bon, on lui fera. Vous l'embrassez de ma part. On lui fera passer le message, oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Pascal. Ce fut vraiment un grand plaisir de t'avoir parmi nous, de ta gentillesse, de ta disponibilité. En plus, on sent que tu es encore supporter ou tu es encore à fond derrière le club, et ça fait plaisir aussi d'avoir des anciens qui suivent encore. Ah oui. Je suis au courant de tout, parce que moi j'ai 2 gendres là qui sont abonnés au TFC, qui sont à tous les matchs. Ah, c'est ça. Bon, et surtout, bravo pour votre émission. C'est gentil, merci beaucoup. Moi, pendant 10 ans, j'ai eu des émissions sur le TFC, sur radio. Vous aussi, ça se sent que vous êtes passionnés. Bravo à vous tous. Hein, c'est gentil, merci beaucoup.
Et ben passe une Au revoir. très belle soirée, un bon week-end. À bientôt. À bientôt. Au plaisir, au plaisir. Ciao. C'était Pascal Desperoux, messieurs. On s'est replongé dans l'histoire. Quel chouette personnage, Sacha, non? Incroyable. Moi, ça y est, j'ai l'impression que j'étais à Naples aussi, moi. Il est génial. Alors pour l'avoir eu en formateur aussi, quand j'ai passé des modules et que tu manges avec lui à table, il te raconte toutes des souvenirs et des anecdotes de tous ces matchs, et tu bois ses paroles, c'est absolument génial. Mais c'est une légende, Ouais. même à l'époque. Il a été dans les 11 de légende du TEF d'ailleurs. Il fait partie de ces personnages emblématiques qui ont traversé plusieurs générations aussi, puis l'ADN de la ville aussi, toulousain et tout, c'est... Et ce qui sort du TAC, il va au TEF. Non, mais très, très juste, je trouve, dans les mots qu'il utilise. Oui. Et puis, Passion, tu l'as hein. dit, mais le côté, il s'est bien reconverti, il fait beaucoup de choses et il suit encore beaucoup le club, donc ça fait plaisir de voir ça aussi. Mais il fait partie de ces personnages marquants. Moi, quand mon père me racontait l'histoire du TFC, t'étais sûr qu'il y avait un Desperoux dedans, quoi. C'est aussi l'ADN TFC, un bout du TFC, c'est lui aussi. Ouais, clairement, et ça fait toujours plaisir, et je le remercie encore, même s'il est plus avec nous, mais il est vraiment ultra disponible. Quand on lui a envoyé un message, il nous a dit oui de suite, et c'est pas toujours partout pour tout le monde, mais là c'était avec grand plaisir. Donc on espère, je pense qu'on le réinvitera, parce que je pense que Fredo va avoir un petit peu le seum, donc on essaiera de le réinviter même en studio sur un autre événement. On va enchaîner, messieurs, on va passer à la suite, puisqu'on va passer à la preview entre Nice et TFC avec Florian Buzeau, supporter niçois. C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. C'est ce dimanche à 13h, le poulet frites, c'est pas chez Belle Maman, ça sera au Danube qu'il faudra venir le prendre. Rendez-vous dès midi, messieurs, dames, pour faire suivre ce match avec la feuille de match, le quiz. Amenez votre écharpe pour le sécanto, vous commentez ce match exceptionnel entre les amis niçois et le Toulouse Football Club. Rendez-vous donc au Danube dès midi, où toute l'équipe sera là. D'ailleurs, on aura Mehdi avec nous qui sera présent dimanche. Peut-être qu'il sera en train de réviser les diplômes. Hein. Ouais. On pourra voir où ça en est ses révisions entre deux bières, bien sûr. On lui fera faire un petit jeu ou une petite situation. Pour parler de ce match, on reçoit un supporter niçois, c'est Florian. Comment ça va, Florian? Bonsoir à tous, merci pour votre invitation. Eh bien, merci à toi d'avoir répondu présent. On va parler de ce match, on va parler surtout de Nice, donc cette équipe niçoise qui est très bien partie dans ce championnat avec la meilleure défense d'Europe. Comment t'expliques, toi, ce bon début de saison? De toute façon, si on remarque un peu les bonnes équipes de ce début de saison dans notre Ligue 1, c'est les équipes qui ont gardé pratiquement la même ossature la saison dernière. Ouais. Nice, c'est une équipe où il y a eu, l'année dernière, on avait un effectif moyen. On l'a toujours. Enfin, en tout cas, pour moi, on surperforme. On a un bon effectif, mais on le fait surperformer. Mais c'est parce que tout simplement, on a des atomes crochus entre différents joueurs qu'il n'y a pas, par exemple, dans une équipe qui a dû tout reconstruire. Donc, on a pris tout simplement de l'avance, à l'image de notre défense. Dante Todibo, notre charnière centrale, qui joue ensemble depuis maintenant 3 saisons, et ils se connaissent par cœur. Donc voilà, c'est l'explication que j'aurais de ce bon début de saison. Donc c'est intéressant. Tu penses que les Niçois surperforment sur ce début de saison? Donc si je te dis que la Ligue 1 aussi, qui est un petit peu plus faible que d'autres années, ça aide aussi au bon résultat niçois, ou tu me trouves un peu dur? Alors, je partage votre avis. Mais je décortiquerai ça plutôt de deux manières différentes. La première, c'est que oui, comme vous l'avez justement dit, la Ligue 1, moi, cette année, surtout sur le plan technique, parce que je trouve que tactiquement, elle s'est renforcée, mais techniquement, elle s'est appauvrie. Ouais. Moi, je pense qu'on surperforme parce que pour moi, tout simplement, on n'est pas le deuxième effectif de Ligue 1 sur le papier. Hein. Je pense que des équipes comme l'AS Monaco, même le Stade Rennais, pourquoi pas même l'Olympique de Marseille, même s'il manque un peu de profondeur au niveau du 11 de départ, ils sont assez costauds. Après, pour moi, mon entraîneur, c'est un génie. Je sais pas où ils sont allés nous chercher. C'est Guy Zolfi, le magicien lensois, qui est devenu le magicien niçois. Et donc, il est allé nous chercher Francesco Farioli, qui est allé nous chercher des joueurs comme Youssouf, qui nous fait un retour en France de Jérémy Boga, qui commence à monter en puissance, un recrutement intelligent comme Morgan Sanson. Et donc, on a ce cocktail de joueurs un peu moins connus comme Youssouf, et puis des joueurs qui sont plus expérimentés, comme Boga, comme Romain Perrault, comme Morgan Sanson, qui connaissent ce championnat, qui ont fait leur petite expérience à l'étranger, qui reviennent. Et ce cocktail fait que Nice est là aujourd'hui. Comment tu abordes le match de dimanche et la réception du Toulouse Football Club? Le problème, c'est que moi, je vous suis un peu depuis le début de la saison, que ce soit en championnat, dans les gros matchs,
et la Coupe d'Europe, et avec le TFC, on sait jamais sur quel pied danser en fait. Ouais, t'as bien raison. Voilà. En fait, on peut s'attendre au pire comme au meilleur, c'est-à-dire que j'ai vu votre match contre Paris, même si c'était au début de saison, c'était tactiquement très cohérent. J'ai vu votre match contre l'OM, pareil, c'était un match plutôt costaud. En Coupe d'Europe, ça marche très bien. Et puis après, il y a des matchs où c'est un peu plus compliqué, où vous pouvez passer totalement à côté, notamment contre Lille, où je trouve que vous faites pas un très gros match, mais bon, avec la Baraka, ça s'en sort. Donc, avec Toulouse, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Néanmoins, si je regarde l'approche du match sur le plan tactique, c'est typiquement l'équipe qu'on craint. C'est-à-dire, l'histoire de Nice, il faut savoir que c'est des équipes qui sont en difficulté en championnat. Nous, on aime bien leur donner un petit coup de boost, vous voyez. Donc, par exemple, une stat, c'est que l'année dernière, on a filé 4 points à Angers. Voilà. Donc, on est un peu les spécialistes de la relance. Et puis, surtout, vous êtes une équipe qui, vous me dites si je me trompe, mais qui performe énormément en transition. Oui. Et je pense que demain, à l'Alliance, dimanche, à l'Alliance Riviera, je pense que l'OGC Nice aura le ballon. Que vous allez venir, et c'est normal, c'est sans critique, mais pour tenir un résultat, et du coup il va avoir des failles à exploiter. Maintenant, là où je suis rassuré, c'est qu'il vous manque Dalinga, si je dis pas de bêtises. Oui, il sera pas absent. Ouais. Qui va être suspendu. Dommage, parce que c'était votre jour de chance, on n'a pas Todibo. On n'aura sûrement pas Todibo. Donc il est blessé ou est dans le retour de blessure, ça? En fait, il a une gêne et Farioli ne veut pas prendre de risque. Donc on ne sait pas s'il joue de la com en conf de presse ou pas. Mais apparemment, il serait sûrement pas présent. En plus de ça, on a Youssouf qui est suspendu, notre numéro 6. Il faut savoir que Farioli adore le système hybride. Il tourne entre un 4-3-3 et même parfois en situation défensive. Si vous voulez, Youssouf coulisse entre Dante et Todibo. Et c'est cette recette magique qui fait que l'OGC Nice défensivement est très dur à manier. Et là, on a l'absence des deux en fait. Donc on a un secteur défensif totalement remanié. Et l'absence de Dalinga, personnellement, ça me ravit un peu, désolé, mais t'as raison. mais voilà, concrètement, ouais. Mais c'est surtout qu'on a Dalinga qui est pas là, mais il y a Schmitt aussi qui sera suspendu, qui sont nos deux gros top joueurs, à chaque fois, ou qui ressortent un peu plus du lot, quoi. Après, vous avez la recrue de Bastial, Magri qui performe pas mal en ce moment, qui est dans une bonne forme, donc attention aussi à ce côté-là. Mais voilà. Après, l'avantage que vous allez avoir, c'est qu'on va être un peu plus joueur que d'habitude pour le coup, parce que vu qu'on va avoir un 6 qui sera sûrement pas un vrai 6, qui sera un Morgan Sanson, un Kefren Turam devant la défense, et ça va sûrement nous obliger à rentrer Sofiane Diop dans le milieu à 3. On va avoir une équipe qui est beaucoup portée sur l'avant, donc je pense que vous aurez des failles à exploiter en contre. Et c'est un peu ça qui me fait peur, parce que Dante, il a toujours la forme à 40 ans, mais quand vous avez Todibo à côté de vous, et là il va sûrement être associé à Pablo Rosario, qui fait quand même un bon début de saison pour un couteau suisse, pour combler la vitesse, c'est pas la même chose, et contre Lorient, on en a souffert. C'est quoi le gros point fort de l'OGC Nice cette saison? Alors, hormis la défense, parce que ça c'est pas forcément un secret, je dirais plus que c'est alors c'est assez paradoxal, mais c'est la faculté de cette équipe à mettre un faux rythme. Ouais. C'est-à-dire qu'elle vous endort. Alors elle nous endort parfois aussi. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, vous en tant que supporter, c'est pas chiant des fois? C'est voulu. Oui et non, parce que j'ai envie de te dire que nous, en tant que supporter niçois, ce qu'on aime, c'est la cohérence. Ouais. C'est-à-dire que on peut accepter qu'un coach soit pas spectaculaire. On peut accepter qu'on n'est pas forcément une équipe qui propose du football total. Mais si on est cohérent, si on met les joueurs dans les bonnes conditions et qu'on a une équipe qui tourne, surtout avec je pense que vous savez, on a une culture du Sud. Je pense qu'on peut faire ce lien-là entre Toulouse et Nice. On n'a pas besoin d'être en haut du tableau pour s'approprier une équipe. Bien sûr, ça aide. Mais je pense qu'on se fie plus à une mentalité et à un style de jeu qui est cohérent en fait, quand on est des clubs comme Toulouse ou pour Nice. Enfin, vous me direz si je me trompe. Non, voilà, je pense que c'est un peu la mentalité du Sud. Et en fait, cette équipe, on a ce qu'on veut en fait. On a de la grinta, on a des morts de faim sur chaque ballon. On a 18 joueurs, voire même 22 qui sont concernés. On a un coach à l'italienne. Nous qui sommes très proches de l'Italie, c'est simplement un plaisir d'avoir un coach comme ça, très 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 bon tactiquement. Mais voilà, la force de cette équipe, c'est d'installer du faux rythme. Et par contre, quand ça accélère,
ça reste quand même une équipe de haut niveau. Et les Ça points. accélère pas souvent, mais oui. Et les points faibles rapidement pour finir. Les points faibles, je dirais, alors en début de saison, je dirais c'est nos numéro 9, entre un terrain Mofi que vous avez payé 30 millions et qui a énormément de mal devant le but, notamment avec son jeu dos au but. Après, Farioli, il doit le faire travailler. On a Laborde qui est en grande difficulté sur son côté droit, où on a essayé Bouanani, le jeune Algérien, mais pour l'instant c'est assez compliqué aussi. Je dirais que pour l'instant c'est plus notre numéro 9 et tout simplement Nice c'est la deuxième équipe de Ligue 1 qui se crée le plus d'occasions sans forcément les convertir. On a la deuxième équipe de Ligue 1 qui rate le plus d'XG. Donc je pense que ça définit à peu près, et c'est ça qui est paradoxal, c'est que Nice, pour les spécialistes, et ce que je peux comprendre même autres, est une purge. On a l'impression que Nice n'attaque pas beaucoup, mais Nice est l'une des équipes après le PSG qui se crée le plus d'occasions. On va passer au prono, on terminera par toi, on va commencer par Clément. Clément, pour ce Nice TFC, qu'est-ce que tu nous vois ce week-end? Moi je vois un petit nul, un partout. Sacha? Ouais, moi aussi, c'est le match à 13h, il pleut, il fait froid, on joue une équipe qui est somnolente, nous aussi, donc si je réfléchis à ce qui pourrait me faire lever, c'est une égalisation de Vincent Siro, 1-1. Je vais dire 0-0 pour être stratégique, vous avez dit 1-1 parce que je vois quand même un match nul qui serait un très très bon résultat pour Toulouse, donc allez, 0-0. Et toi Flo, pour finir? Et moi j'hésite entre deux, je vais rester sur le prono du clean sheet parce qu'on aime bien cette dynamique, et je dirais 1-0 pour Nice ou le 0-0. D'ailleurs, une stat, il y a un petit record qui peut tomber ce dimanche. Si Toulouse n'ouvre pas le score, vous serez une des équipes qui s'est jamais fait mener au score le plus longtemps. C'est Bordeaux qui détient ce record dans les années 80, je crois. J'ai vu passer ça. Bon, merci beaucoup en tout cas Florian, très belle analyse de ta part, ça fait vraiment plaisir. On te souhaite un très bon match dimanche et que le meilleur gagne. Également, et bonne saison à vous. Ouais, merci beaucoup, saison. À bientôt, ciao ciao. Au revoir. Du coup, Stéphane Buzot, un supporter niçois qui est venu nous présenter l'OGC Nice. On vous rappelle que ce dimanche, il faut venir au Danube à partir de midi. Vous pourrez manger des burgers, des salades et plein d'autres choses. Des brunchs aussi. Donc n'hésitez pas à venir, on vous commentera le match. Je vais remercier mon ami Sacha qui est venu, Space de Mediatolosa. Tu merci 3 fois aussi. Non, c'est une fois. Dans une minute, 2 minutes. Ouais. Space de Mediatolosa. Je vais essayer de les rejoindre en cours de route, mais ça va démarrer là. Allez, tout doucement. Tous sur Twitter pour aller de Space Mediatolosa. Merci Vincent. Merci à toi Camille. Merci Clément pour la technique. Je vous en prie. Et on va surtout vous rappeler qu'on a reçu Pascal Despérou dans cette émission. N'hésitez pas à aller sur. Ouais, c'était vraiment un super moment encore une fois. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Vous voulez vous abonner, c'est la chaîne La Feuille de Match. Vous abonner sur Twitch si vous voulez réécouter le replay, si vous voulez revoir. Toutes les émissions sont quoi? Même pas une heure après. C'est ça, une grosse en podcast et en replay. Il y a des extraits ça aussi bosse ici, qui arrivent. Il y en a qui bossent et heureusement qu'ils sont là. D'ailleurs, quand ils sont pas là, c'est la merde. Vous l'avez bien vu il y a quelques semaines. On remercie tout le monde, on embrasse tout le monde. On vous donne surtout rendez-vous dimanche au Danube. J'insiste, venez tous là. Tous ceux qui vont pas à Nice, on vient tous au Danube, mais on vient. On s'en fout du froid, on s'en fout qu'il y ait de la pluie. On vient se réchauffer, on va passer un bon moment tous ensemble. On prend son écharpe et on va chanter le Secanto tous ensemble. Messieurs, dames, passez une très très belle soirée, un bon week-end. Merci à tous ceux qui nous suivent aussi sur Twitch, sur le Facebook. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.